L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien, je te remercie. T'as passé une bonne journée? Fin de week-end, oui, tranquille, le repos. Super. C'est important de prendre du repos. J'ai aussi un peu fait ça aujourd'hui avant ce live. Qu'est-ce qui t'a motivé à monter pour parler de l'aide active à mourir? Bah, je pense qu'à mon avis, c'est un sujet de société qui va prendre de plus en plus de l'ampleur. Et le fait est que c'est quelque chose qui concerne tout ce qui va être l'éthique et aussi la bioéthique, puisque justement, ça fait partie justement d'une vision politique ou comment on doit faire pour entretenir le corps, est-ce qu'il faut l'exécuter ou est-ce qu'il faut le maintenir dans la vie. Enfin, ça nourrit beaucoup de questions et je pense que comme vous l'avez bien vu, tous les avis divergent et je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Mhm. Et quel est ton avis à toi? Alors moi, je serais en grande majorité contre. D'accord? Est-ce que tu arrives à Tu veux que... m'expliquer pourquoi, comment t'es arrivé à euh, au fait d'être contre? Alors pourquoi? Alors, je vais peut-être faire un petit détour. Il faut Oui. savoir que ce genre de questions, ça peut être étudié sous plein d'angles et l'angle que moi je vais particulièrement prendre, c'est surtout au niveau de la sociologie, de la philosophie morale. Le fait est qu'en fait, il y a un petit peu deux grandes dynamiques pour penser si la chose elle est bonne ou mauvaise. C'est soit on part du principe qu'il y a des intentions qui sont à la base qui sont bonnes, mais aussi qu'on pose comme des principes absolus et universels auquel cas on n'y remettra pas en question. C'est ce qu'on appelle le déontologisme. Et à Mhm. l'inverse, en fait, on aurait plutôt une idée comment dire, de prendre en compte la conséquence et la finalité. Et c'est ce qu'on va appeler une philosophie conséquentialiste. Et moi, j'aurais plutôt tendance à, justement, sur ce genre de dynamique, à être très déontologique. C'est-à-dire que je partirais vraiment du principe que, indépendamment de tout ce que ça pourrait impliquer, en fait, le but d'un être vivant, c'est de rester le plus longtemps possible dans la vie, même s'il souffre. Tu dis ça pour les humains en particulier ou bien de n'importe quel organisme vivant? Alors, je parle surtout en tant qu'humain, donc je parle surtout pour les humains, Mhm. mais pour moi, c'est la même chose pour les animaux, en fait. Ou D'accord, pour, donc ouais, tu tout au... penses que le but de l'être humain, c'est d'être en vie le plus longtemps possible. En tout cas, c'est un principe que moi je pose, oui. Et comment t'en es arrivé à cette conclusion? Qu'est-ce qui te fait penser que le but d'un être humain, c'est vraiment de vivre le plus longtemps possible? En fait, c'est pas tellement. Je pourrais pas, si tu veux, te défendre la position au positif, mais en fait, je pourrais plutôt te la défendre au négatif, c'est-à-dire en fait de voir ce qui se passe si jamais on ne respecte pas ce principe. En fait, le Mhm. problème de faire ce genre de choses, c'est que je trouve qu'au niveau sociologique, ce que ça peut apporter, c'est en fait une idée qui pour moi me paraît très terrifiante. C'est une forme en fait de légitimation ou de légalisation de la mort dans une société qui justement est censée en fait maintenir la coexistence et l'harmonie entre tous les êtres vivants. Et le simple fait est que cette société se restructure autour justement de formes de mortification qui sont en fait légitimées. Ça me paraît très contradictoire et pour moi c'est quelque chose qui n'amène absolument rien de bon, quoi. D'accord, alors je vais essayer de reformuler ce que tu m'as dit. Euh, tu vois la chose de la manière suivante, c'est que euh, la mort étant quelque chose que tu perçois comme étant quelque chose de négatif, le fait de la légaliser, ça te rend finalement mal à l'aise parce que tu as un sentiment que la légalisation de la mort participe un peu à sa banalisation et donc du coup tu as le sentiment que c'est quelque chose de mauvais dans l'évolution de la société. Est-ce que j'ai reformulé correctement ta pensée? Est-ce que c'est bien ce que tu m'as dit? C'est exactement ça. Et puis je dirais qu'on met surtout pas l'accent
sur le fait de pourquoi en fait une personne ou un organisme de manière générale, mais bon, je vais plutôt parler pour une personne puisqu'a priori on est les êtres les plus conscients, pourquoi on en arriverait à penser à ce genre de choses en fait. Donc penser à ce genre de choses, penser au fait de se retirer la vie, c'est ça que tu dis? Bah oui, à toute forme d'auto-exécution, ou puis même au niveau éthique, enfin, je connais pas exactement les modalités de ce genre de pratique, mais je crois savoir que ça se fait avec un tierce, c'est-à-dire une tierce personne qui en fait va nous administrer bah, les substances qui vont nous zigouiller, quoi. Et Mhm. ça pose aussi la question de la responsabilité morale, c'est-à-dire que si en théorie tu veux t'auto-exécuter, bah techniquement j'ai envie de te dire que si t'es pas dans une mobilité qui est complètement réduite, tu peux quand même faire ça par toi-même comme un grand en fait. Surtout en matière de mortalité, je pense pas que les moyens manquent en fait. Par contre, le simple fait est de faire intervenir une personne, bah en fait ça l'a fait endosser un peu d'une part de responsabilité, ce qui fait qu'en fait à la base quelque chose qui serait de l'ordre de ouais l'auto-exécution pour pas dire le terme, bah en fait passe plus pour une forme de crime consenti quoi. Et ça c'est vraiment symptomatique d'un logiciel libéral. D'accord. Alors, ce qui te dérange le plus, c'est donc le fait qu'on aide quelqu'un à sauter la vie. C'est ça qui te dérange le plus, le fait que la personne saute la vie elle-même te dérange moins. Est-ce que c'est correct dans l'appréciation que dans la Complètement reformulation que oui. je te fais? D'accord, Oui, d'accord. complètement. Et donc, est-ce que tu es pour le fait d'encadrer comment dire ça, le fait de s'enlever la vie sans aide active? Est-ce qu'une aide passive suffit? Alors peut-être on va définir un peu les termes si tu es d'accord. L'aide Je passive, veux bien c'est oui. on met tous les locaux à disposition, on met le produit sur une table, on laisse la personne comment il faut dire ça, s'administrer hein, le produit, boire le produit. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te dérange ou est-ce que c'est quelque chose qui est ok pour toi? Ça serait difficile à déterminer parce que c'est un spectre, si tu veux. C'est un petit peu comme si t'allais voir le pharmacien pour lui acheter des produits dangereux. Indirectement, si le pharmacien en est conscient de ça, bah, en fait, il peut aussi sentir qu'il a une part de responsabilité là-dedans. Donc, je te dirais que D'accord. c'est plus acceptable, mais j'aurais quand même encore quelques difficultés. D'accord, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que euh, écoute, on va faire les échelles, hein. Le fait que la personne soit autonome dans le fait de s'administrer le produit, tu es, disons, on va dire, pour ou contre à combien de pourcents? Donc, 0, tu es complètement contre, 100% tu es complètement pour, et 50, t'es à 50-50. T'es à quel niveau? Bah, d'une manière irrémédiable, je serais un petit peu à 100%, mais d'une certaine manière, Ok? si tu veux, je sais pas si c'est une bonne logique, mais si la personne est assez autonome, entre guillemets, pour s'éteindre elle-même, en fait, elle est aussi autonome pour se maintenir dans la vie, quoi. Donc pour moi, tu vois, la question se pose pas trop, en fait. Ok, alors ça c'est intéressant. Tu penses que quelqu'un qui peut sauter la vie, il est capable de continuer à vivre de manière. Alors c'est toute la question en fait, hein. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui peut sauter la vie, il est capable de vivre de manière normale? Hum, alors je te dirais qu'est-ce que la normalité de toute manière, mais peut-être pas, je pense. À mon avis, c'est des variables qu'il faut considérer spécifiquement. Mais Mhm. d'une certaine manière générale, encore une fois, c'est vraiment un problème d'éthique. Donc, tu vas être obligé en fait de taper forcément dans la sensibilité des gens. Et le fait est que, honnêtement, je trouve que je considérais ça plutôt en tant que rôle d'être vivant, utiliser en fait justement bah, des principes de la mort un petit peu comme une solution de facilité, quoi. Ce qui reviendrait un petit peu à une forme de lâcheté ou d'aveu de faiblesse. Pour toi, quelle autre possibilité ont les gens qui ont recours à l'aide active à mourir? Bah,
Je vais te dire franchement une phrase de grand-mère, mais prendre son mal en patience. Parce que imagine en plus qu'admettons il y a une erreur ou il y aurait un événement qui serait extraordinaire qui ferait que au moment où tu as pris ta décision, bah en fin de compte on teste, je sais pas, un nouveau médicament expérimental et en fait ça te remet complètement sur pied. Et tu auras gagné comme ça 10 ans ou 15 ans d'espérance de vie. À ce moment-là, est-ce que tu n'aurais pas eu le sentiment de vachement regretter ton acte si t'avais vraiment sauté le pas, quoi? Ça aussi, c'est D'accord. un truc qui me fait peur, quoi. Donc, alors, je vais essayer de reformuler, hein, pour pas que je caricature ton propos. Tu dis que dès le moment où une avancée technologique médicale pourrait, on va dire, guérir le patient qui a recours à l'aide active à mourir, ça justifie le fait qu'il endure les souffrances pendant 5, 10 ou 15 ans, ou plus. Est-ce que c'est ça que, est-ce que c'est ça que tu penses? En tout cas, particulièrement, oui, je le pose plutôt en tant que principe, c'est-à-dire que le but de la médecine, c'est d'essayer de te soigner au maximum. Et même si elle n'arrive pas à te soigner, en fait, la mort n'est pas une guérison, quoi. D'accord. Euh, du coup, tu es plutôt à dire, ok, je ne prends aucun risque, on va dire, pour prolonger ma vie. Je ne prends aucun risque pour prolonger ma vie, c'est-à-dire. Voilà, c'est-à-dire que le, euh, quand quelqu'un décide de mourir, il prend le risque que une avancée médicale se produise dans les prochaines années et qu'il l'aurait soigné. Même si le risque enfin, donc pas le risque, la probabilité est faible que ça se produise, ton argument c'est de dire il doit pas le faire parce qu'il a ce mince espoir. C'est correct? Hmm, Alors en fait, je le voyais pas spécialement sous cet angle-là, mais le fait est qu'en fait D'accord? que la décision qui, entre guillemets, s'affirme de manière vraiment sûre et décisionnelle à 100%, en fait, ça traduit peut-être pas de la réelle incertitude que auraient par exemple les capacités de ton corps. C'est-à-dire que pour une raison X ou Y, tu pourrais très bien, je sais pas, te retrouver en complète rémission alors que tu étais à l'article de la mort, et en fin de compte, ta décision, bah, t'aurais dû vachement la relativiser puisqu'en fin de compte, il t'est arrivé des choses qui étaient hors du probable, quoi, mais qui ont été bel et bien présents. Ok. Donc, ce que tu dis, c'est finalement une guérison, je ne vais pas dire une guérison miracle, mais une guérison euh, non prévue, on va dire, est toujours possible dans un cas sur 10 000 ou un cas sur 100 000. C'est ça que tu me dis? Bah, c'est une possibilité, oui, ou du moins, en tout cas, ce que je te dis là, ça permet plutôt un petit peu de justifier mon éthique déontologiste, c'est-à-dire qu'en fait, même si on souffre, en fait, il faut s'accrocher jusqu'au bout, quoi. Ok. Donc, ça permet de justifier, c'est-à-dire que alors, dis-moi si je me trompe. Hein, encore une fois, j'insiste sur le fait que je ne veux pas caricaturer tes propos. Tu as un avis et puis en fait tu as essayé de construire autour des justifications pour tomber sur cet avis-là. Est-ce que c'est correct par rapport à ce que tu m'as dit? Ah, je pourrais pas exactement te dire oui parce que ça s'apparenterait un petit peu à de la mauvaise foi. Mais le fait est qu'un principe, justement, consiste à ce qu'on ne déroge pas à la règle, en fait. C'est un petit peu comme une règle maîtresse. Et je peux pas en fait concevoir l'idée qu'on puisse investir le rôle contraire en fait de ce que serait un être vivant, c'est-à-dire d'aller vers la mort. D'accord. Euh, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait se passer? Quel événement pourrait survenir qui te fasse diamétralement changer d'avis? Honnêtement, je vais pas te mentir, aucun. Parce que comme je te le parlais justement, enfin au début de ce live, de cette discussion qu'on avait fait, il y a un petit peu, si Mhm. tu veux, ces deux grandes philosophies morales, et en fait, il y aura un petit peu un point de réconciliation qui serait en fait une espèce de philosophie libérale. C'est-à-dire, en fait, le pilier de cette philosophie libérale, ça serait de partir du principe qu'en fait, seul le consentement vaut. Le problème, c'est que tu peux très bien imaginer des processus délicats comme ça, où en fait,
il y a un agent qui est consentant à s'exécuter, il y a un autre qui est à peu près consentant à exécuter la personne. Est-ce que ça pose un problème du point de vue moral si les deux personnes consentent à un acte qui pourrait être en soi horrible? Bah, c'est toute la problématique. Je vais te prendre un cas encore plus tordu. Imagine une fille qui veut se faire attoucher par son propre parent et un parent qui veut se faire toucher par sa propre fille. Il y a toujours un consentement mutuel. Est-ce qu'on dirait que cet acte-là est bon, ou que c'est une bonne chose, ou qu'il faudrait le légitimer ou le légaliser presque au niveau judiciaire? Alors, C'est je très veux tordu, hein. volontiers répondre à ta question. Vas-y, vas-y. Dans ton exemple, enfin, tu me dis si je me trompe, hein, il manque comment dire ça, une variable extrêmement importante. C'est que euh, dans l'exemple, il n'y a pas une personne souffrante qui, tous les jours ou chaque minute, chaque seconde, souffre le martyre et aimerait mettre fin à son calvaire. Et du coup, j'ai de la peine à bien comprendre comment dire ça, le 1 à 1 de l'exemple. En fait, j'ai l'impression que c'est un exemple différent. Bah, Je sais alors pas dans si ce tu cas-là, vois ce que je veux dire. oui, oui, complètement. Mais dans ce cas-là, bah, je vais peut-être te prendre un exemple un peu plus soft qui pourrait justement expliquer en quoi ça pourrait être Oui, une souffrance. Si tu prends volontiers. par exemple l'état de la prostitution, c'est-à-dire qu'il y a littéralement des gens qui sont prêts à payer pour avoir des actes de plaisir. S'ils sont justement prêts à faire cet investissement, c'est non pas qu'il y a peut-être un désir qui justement traduit un manque et peut-être une souffrance justement. D'accord. Donc, C'est un ce que exemple, mais tu, si tu veux, c'est juste pour te donner un petit peu la teneur d'une philosophie libérale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a consentement mutuel, indépendamment que ça soit éviter un préjudice ou même solliciter quelque chose de bien, en fait, il y a juste le consentement qui vaut, quoi. en l'occurrence, le consentement. D'accord. Donc, ce que tu me dis, c'est que dès le moment où on a un consentement, on pourrait légiférer sur absolument n'importe quoi. Et donc, c'est ça qui t'empêche finalement euh, de changer d'avis, peu importe ce qui se passe, sur l'aide active à mourir. Est-ce que j'ai bien résumé ton point de vue? Il y a de cette idée, en fait. C'est plutôt, enfin, toujours en restant un petit peu déontologiste, il faudrait quand même partir du principe qu'il y a en fait une possibilité morale, en fait, dans l'acte lui-même, dans le processus lui-même, indépendamment justement de tous les consentements. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui veut, je sais pas, être exécutée et une autre qui veut exécuter, en fait, on serait en mesure de poser quand même un jugement moral, non pas sur le consentement qui serait mutuel et donc que l'acte serait OK, mais en fait sur l'acte en lui-même. Et qu'en fait, partir du principe que bah, le crime, ça serait quelque chose de mal, par exemple. Mais ça, c'est Ok. très très délicat justement à traiter en morale et en sciences judiciaires. Alors, Arcana, je te remercie beaucoup pour cette discussion. Je vais te poser une dernière question sur une expérience de pensée. Et puis après, je passerai la parole à mes collègues. Si maintenant tu avais le choix, tu peux dire, je vais vivre jusqu'à 85 ans en super bonne santé, ou à partir de maintenant, dans d'atroces souffrances, jusqu'à 115 ans. Je crois que la doyenne française est la deuxième de l'humanité à 115 ans, jusqu'à 115 ans. Donc tu maximiserais ton objectif, à savoir vivre le plus longtemps possible, mais tu serais mal jusqu'à 115 ans. Qu'est-ce que tu choisirais? Honnêtement, c'est une très très bonne question. Le fait est que je pense pas que chaque personne ait besoin d'une... Enfin, ouais. En fait, si je pars sur ce terrain-là, je vais être obligé de me contredire, mais ça serait malhonnête de pas aller là-dedans. C'est vrai que, d'une manière générale, c'est vrai qu'une vie qui est intégralement remplie de souffrances, je ne vois pas spécialement l'intérêt. Mais le fait est Mhm. que, par expérience de vie, en tout cas, je pense que la souffrance, elle est toujours éphémère. Donc, mais c'est de l'éthique, donc je pourrais pas te répondre précisément à cette question. Honnêtement, il faudrait beaucoup plus de temps pour que j'y réfléchisse.
Alors écoute, il n'y a pas de souci, prends le temps qu'il faut. Si tu as la réponse, ben envoie-moi volontiers un MP. Je te remercie beaucoup Arcana. Je vais demander à mes collègues si ils ont une Ouais, question à emporter pour Arcana. j'en ai une pour Arcana. Dans le cas d'une maladie incurable, quel est le meilleur argument éthique ou moral qui justifie d'imposer, de supporter des souffrances insupportables? Hum, En matière d'argumentation, il n'y en aura aucune, puisque comme je te l'ai dit, le déontologisme s'appuie sur des principes en fait. Donc c'est des choses qu'en fait on impose comme des dogmes qui seraient nécessaires justement pour faire persévérer un petit peu l'humanité dans ce qu'elle est. Mais après, si on commence à mettre la souffrance dans une logique d'intérêt, en fait, on est déjà dans le conséquentialisme. Donc en fait, on a déjà changé de bord. Donc je pourrais pas t'aiguiller là-dessus en fait. Il n'y a pas d'argument spécifique quoi. C'était pas pour m'aiguiller, moi. Ah, Merci. John, tu as une question à emporter? Non, pas de question de mon côté. Merci. Galactique? Ouais, ouais, ouais. J'en aurais peut-être deux. Déjà, t'as dit quelque chose là sur la fin, mais qui sera peut-être lié avec l'autre. Tu parlais d'une expérience personnelle à un moment pour appréhender que la souffrance était éphémère. C'est bien ce que j'ai compris ou mhm. est-ce que l'expérience personnelle est une bonne manière d'appréhender la vraisemblabilité, enfin, ou la vérité, j'aime pas le mot, mais voilà, ou la réalité. Parce que voilà. Hum, Alors, peut-être pour répondre très succinctement, c'est vrai que toutes les épistémologies de base qu'on a tracées aujourd'hui sont surtout orientées au niveau de la réflexivité, donc tout ce qui peut être maths, système de pensée, tout ça. Mais si tu veux, les premières briques de la connaissance, en fait, ça reste avant et par-dessus tout, en fait, la sensation. C'est comme ça qu'un gamin apprend, en fait. Il apprend uniquement avec la sensation. Tu pourras lui parler de trucs super compliqués, il comprendra pas. Par contre, si tu lui mets la main au feu, il va tout de suite comprendre que c'est pas à refaire. D'accord. Et du coup, la science, en fait, pourrait se passer sur des témoignages ou des expériences personnelles pour avancer. On pourrait essayer, mais le problème du témoignage, c'est qu'en fait, tu ne peux pas en faire l'expérience directe. Tu ne peux qu'essayer de comprendre intellectuellement ou objectivement une expérience subjective qui a été faite. Donc malheureusement, il y aura toujours un biais qui fera que tu seras toujours un petit peu dans l'incertitude, parce qu'encore une fois, c'est pas toi qui as fait l'expérience, mais tu entends de par ta propre expérience une autre expérience extérieure. Donc tu peux, mais ça sera toujours à nuancer. Ok. Et du coup, en fait, voilà, la première question que j'avais, parce que tu parles beaucoup d'éthique, alors après, d'un autre côté, tu as parlé de dogme à un moment. Est-ce que l'éthique est objective ou subjective? Oh là, je serais obligé de te répondre par Wittgenstein en fait, qui disait que l'éthique est surnaturelle justement. Ça n'a absolument rien à voir en fait avec un fait, parce qu'en fait un fait éthique n'existe pas. Et en fait, il prend son expérience du gros livre. Pareil, je vais faire très rapide. En fait, si tu devais faire une description omnisciente du monde, tu ne pourrais absolument pas faire intervenir un fait éthique. Tu pourras jamais dire que, par exemple, la mort c'est le mal ou que machin c'est le bien. Tu pourras dire il existe la mort ou il existe des personnes qui pensent ça, mais tu ne pourras jamais en fait introduire l'éthique comme un fait, parce que c'est quelque chose en fait de proprement sensible et de proprement humain. Donc, si je le comprends bien, parce que tu as parlé de... Mais quelque part, sur la fin, j'ai plutôt l'impression que la réponse est quand même... que c'est assez subjectif. C'est que subjectif en fait, j'ai envie de te dire. D'accord. Ok. Et du coup, sur quel principe peut-on... enfin, est-il souhaitable ou sur quel principe pourrait-on imposer l'éthique sur... une éthique sur une autre personne pour quelque chose qui ne la concerne qu'elle-même? Ça serait plutôt ce qui serait dans l'intérêt justement du monde un petit peu ou peut-être dans une vision plus naturaliste de l'espèce.
Ok. Merci beaucoup, Eric. Arcana, je vais te poser la dernière question qui est importante pour nous. Comment tu t'es senti pendant cet entretien avec moi? Toujours comme d'hab. C'était très bien. Super, bah moi j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi également. Je te remercie beaucoup de ton passage et puis je te souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi. Bonne journée à toi aussi. Merci, salut. Bonne soirée, Arcana. Et alors, je présente mes excuses devant tout le monde, devant les 37 personnes ici. J'ai zappé notre mamie nationale, mais elle est tellement avec nous que je la vois même plus dans le panel quand elle est en haut. Elle fait partie des meubles. Donc, je te présente mes excuses, Phoenix.